vous avez des pages, donc un chapitre dans ce livre où vous décrivez la puissance maritime que représente. D'ailleurs, on se demande aujourd'hui qu'est devenue la puissance maritime algérienne, parce qu'à l'époque, ce sont des centaines de bateaux, ce sont des populations de marins et de guerriers sur l'eau. Ce sont des raids sur toutes les îles de la Méditerranée, jusque sur la côte française, espagnole, italienne, jusqu'en Islande. Un raid en Islande. Et même jusqu'en Islande, c'est les Vikings de la Méditerranée, ces populations d'Alger. Enfin, c'est vraiment incroyablement puissant. Oui, disons que la guerre de course pour skier qui va faire la fortune d'Alger, effectivement, c'est 1520 jusque 1640. Ça dure un siècle, 120, 130 ans, avec une véritable puissance, vous avez raison, mais qui est aussi basée sur un phénomène qui m'a assez passionné, qui avait été du reste bien étudié en son temps, qui est aussi basé sur ce qu'on a appelé, sur les convertis, c'est-à-dire des chrétiens faits prisonniers sur des navires chrétiens par ces corsaires barbaresques et qui finalement vont se convertir à l'islam. C'est une sorte de méritocratie au sens strict du terme. C'est-à-dire, si on est bon marin, bon navigateur, si on a le sens de la navigation, finalement on est fait prisonnier, mais on va pas vous exécuter. Votre force, elle vient aussi de votre intelligence. Voilà. Alors la force brute de travail quand on devient forçat à Alger, mais aussi donc ils se convertissent et ils rentrent dans la marine algérienne. Oui, à un moment on calcule qu'au début du XVIIe siècle, 40% des raïs, des capitaines de ces navires corsaires d'Alger, ce sont d'anciens chrétiens convertis. Donc qui viennent de partout. Tout connaisseur d'Alger connaît par exemple une petite mosquée qui est dans la Basse-Kalba d'Alger qui s'appelle Ali Bichin, mais Bichin c'est Piccino ou Piccinino. Donc c'est un prisonnier d'origine, bien sûr, comme son nom le petit, d'origine italienne, qui devient raïs, qui devient capitaine de navire. Et il faut bien comprendre que pour ces marins de talent, dans la marine royale de Louis XIV ou de Louis XV, ils n'avaient aucune chance d'accéder à des grades d'officier et a fortiori de devenir capitaine, puisqu'ils n'étaient pas aristocrates, ils n'étaient pas nobles. À Alger, tout ça n'a aucune importance. Si on a vraiment du talent, on peut accéder, pour peu de ce... On doit être converti, mais c'est assez facile. Finalement de le faire et à ce moment-là. Vous voulez dire qu'il y a des marins occidentaux qui vont faire carrière à Alger? Ah, dans des proportions considérables. Ouais. Donc ils jouent un peu contre leur camp quand même, ceux-là. Hein. Est-ce que à l'époque la foi ou la nationalité était finalement si importante? C'est le mercato. Ah, vous prenez voilà. Cette comparaison. Oui. J'oserais presque dire que, après tout, plutôt que de rester matelot et de trimer sur un vaisseau de Louis XIV et avoir la possibilité de devoir un capitaine d'un magnifique bateau, d'avoir une villa à Alger et toutes les conditions des douceurs de la vie, le choix est vite fait. Et nous avons aujourd'hui peut-être une vision des choses qui à la fois mélange la nation et la religion dans des proportions qui n'existaient pas à l'époque. Un gouvernement, disons, à Alger, relativement autonome pendant toute une partie de ces 3 siècles par rapport à Istanbul. Par exemple, lorsque j'ai trouvé des textes là, du XVIIIe siècle, lorsque le sultan à Istanbul demande à Alger d'arrêter un certain nombre d'actes du piratage qu'ils poursuivent, à Alger, on n'en tient pas compte. Mais par contre, quand et cela jusqu'à, par exemple, la bataille navale de Navarin et la guerre contre la Grèce, là on est déjà au XIXe siècle, quand la Sublime Porte fait appel à des marins d'Alger, la flotte d'Alger vient. Il y a quand même un lien religieux qui demeure, mais c'est une solidarité islamique. Il y a une vraie solidarité islamique. On le voit à Lépante, on le verra plus tard à Navarin. Et par contre, l'État existe quand même. Donc il y a une autonomie, même s'il y a des
des janissaires qui sont venus à un moment de Turquie pour contribuer à l'ordre et puis surtout à récolter l'impôt quand il est nécessaire, mais avec toute une partie de l'Algérie qui n'a jamais été soumise. On retient tout le temps la date de 1830, mais entre guillemets, le fameux coup d'éventail contre notre consul à Alger, il est de 1827, 3 ans auparavant. Oui. L'histoire du coup d'éventail vient de paiements, de livraisons importantes à l'origine, à la convention, de blé algérien. Le blé algérien. Passons. La crainte de voir la Grande-Bretagne, l'Angleterre mettre la main sur l'ensemble de la Méditerranée que Charles X redoute. La conquête de l'Algérie au sens général, tel qu'on peut l'entendre, si on inclut le Sahara, ne s'arrête que, disons, en 1904-1905. 70 ans. 70 ans d'avancée continuelle. Il faut dire que le territoire est immense. Hein. Bah, bien sûr. Mais quand même immense, mais il a fallu mettre des moyens assez considérables. Et ce qui m'a frappé en retrouvant aussi un texte, c'est que là, je crois qu'on est dans les années 1850, où un général français écrit, en gros, on s'en sortira jamais. Il faudrait laisser en permanence à peu près 500 000 hommes pour tenir le pays. Et 500 000 hommes, ça va être la présence militaire pendant la guerre d'Algérie. Voilà, c'est à peu près la dimension du contingent pendant la guerre de 1954 à 1962. Avec l'idée aussi que le peuple algérien, que ce soit à l'époque romaine ou que ce soit bien sûr après 1830, a été uni et héroïque contre les envahisseurs en général et contre la France en particulier. Ça, par exemple, toutes les nuances, dire que Abdelkader, prenons l'exemple d'Abdelkader, n'a absolument pas suscité l'enthousiasme des Kabyles ou des tribus de l'Est algérien qui ont refusé d'œuvrer avec lui contre la présence française. Ça, c'est pas possible. Il faut un discours unanimiste de résistance de tout le monde. Raconter ou dire que, je reviens à 1830, quand la conquête française commence à s'installer dans le pays, elle reçoit le soutien de dizaines et de dizaines de tribus locales qui, finalement, s'inscrivent dans l'axe du pouvoir précédent. On le voit par exemple dans l'Oranais que des tribus vont se mettre au service de la France comme elles étaient au service de l'Empire ottoman. Donc tout le côté guerre civile interne, ce qui a été aussi la guerre de libération, ça est quand même plus ou moins occulté. Il faut voir que les Français, quand ils arrivent, et ils découvrent aussi une situation qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont en présence, et ils en font très rapidement la cartographie, de 1200, plus de 1000 tribus différentes. Avec la possibilité de jouer les uns contre les autres. Exactement. On trouve sous cette expression un certain nombre de généraux français qui vont utiliser la division, l'agressivité des uns, les bornages de territoire. C'est un phénomène classique de la colonisation. Tout à fait. On le retrouve en Afrique, on le retrouve en Asie, on le retrouve partout. Hein. Mais là, comme vous avez 1200 tribus, plus des ensembles, comme le pays Chaoui, comme la Kabylie, comme les tribus de l'Oranie. Ça offre des possibilités de combinaison innombrables. Innombrables.